Sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur général de l'Institut Thomas More, Jean-Thomas Le Sueur. Bonjour Jean-Thomas Le Sueur. Bonjour Dimitri Pavlenko. Bienvenue sur Europe 1. L'audiovisuel public respecte-t-il ses obligations de pluralisme et d'équité, de traitement des personnalités et formations politiques? Alors la question, on le sait, elle est au cœur des travaux de la commission d'enquête parlementaire sur la neutralité du service public qui ont commencé cette semaine. Alors vous voulez poser également cette question à l'Institut Thomas More, qui est un think tank orienté, on va dire, conservateur. Vous publiez, Jean-Thomas Le Sueur, en exclusivité pour le Figaro Magazine cette semaine, une étude assez impressionnante. C'est la seconde fois que vous le faites. La première fois, c'était il y a 1 an et demi. Même sujet, mais alors à une plus vaste échelle. Qu'en est-il du pluralisme sur les antennes de Radio France? Alors peut-être un mot d'abord sur votre méthode. Comment vous avez fait pour mesurer le pluralisme dans les programmes du service public audiovisuel de manière, on va dire, scientifique? Alors en fait, on a confié ça à l'intelligence artificielle. Pourquoi? D'abord parce que elle permet d'analyser un volume de données considérable. Donc on a analysé 3 antennes, France Inter, France Culture et France Info pendant un mois, du 1er au 31 octobre, et on a pu comme ça analyser plus de 2500 mentions de personnalités ou de formations politiques, ou analyser le contenu de 1280 chroniques. Donc le premier avantage de notre site de l'IA, c'est le volume. Le deuxième, c'est le fait que en fait elle est assez rigide et systématique, si je puis dire. Donc elle applique les mêmes critères à l'ensemble des chroniques ou des interventions qu'on lui demande d'analyser. Donc en fait, elle offre une lecture assez stable et vérifiable de ce qu'on lui met dans la machine, si je puis dire. Oui. Et puis enfin, ce qui est intéressant et ce qui change un peu par rapport à ce qu'effectivement au rapport que nous avions publié en mai 2024, oui, c'est que on analyse ce qui est dit, pas qui le dit. Donc là, on est vraiment sur du verbatim et pas non pas sur le profil socio-politique de l'intervenant. Oui, parce que c'est pas le tout de parler de quelqu'un, c'est ce qu'on en dit, comment on en parle, est-ce qu'on c'est bienveillant, est-ce que c'est hostile? Vous avez créé d'ailleurs un indice d'hostilité et bienveillance, un autre indice d'orientation droite-gauche. Bon, allons directement aux conclusions. Quels enseignements vous retenez de ce mois entier d'analyse des antennes? Alors les trois antennes de Radio France, France Inter, France Info, France Culture. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, le premier renseignement que nous, on retient, c'est qu'en fait, les partis d'opposition radicale, donc la gauche radicale et la droite radicale, sont à la fois sous-représentés par rapport à leur poids électoral réel. Nous avons pris le poids des législatives de 2024. Et en même temps, extrêmement... leur traitement est assez hostile, puisque sur cette échelle de -10, +10, comme vous le disiez, -10 hostilité complète, +10 bienveillance, eh bien, la gauche radicale est à -2,93 et la droite radicale à -3,04. C'était une et ces forces politiques, pour le dire vite, oui, LFI et RN, oui, sont associées en fait à ce qu'on appelle la stratégie du chaos, déstabilisation ou risque pour la vie démocratique. D'accord. Mais donc la France insoumise est aussi maltraitée, si je vous comprends bien, que le Rassemblement national ou ces partis. Oui, et ça, c'est l'une des leçons de notre étude, c'est qu'en fait, la gauche radicale, LFI, est effectivement assez maltraitée. Et pour aller rapidement à l'essentiel, la partie du segment politique qui est mieux traitée, c'est clairement le centre et le centre-gauche. Et donc, il y a aujourd'hui, dans le traitement de l'analyse, de la vie politique, une différence entre la gauche radicale, LFI, et le reste des partis de gauche. Oui. Donc, si je comprends bien, c'est une partie de la gauche, la gauche Glucksmann, si je puis dire, qui, semble-t-il, ressort comme la mieux traitée des antennes du service public, Jean-Thomas Le Sueur. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, la figure de Raphaël Glucksmann elle-même est celle qui est la mieux traitée dans l'analyse que nous avons faite. C'est la personnalité politique la mieux traitée par les 3 antennes pendant ce mois-là. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Et les autres... Oui. Alors c'est intéressant parce que c'est ce que je veux dire, c'est vraiment centre et centre-gauche. Les 4 mieux traités, si je puis dire, c'est Raphaël Glucksmann, Laurent Nunez, Manuel Valls et Édouard Philippe. D'accord, donc ça c'est intéressant. Mais qu'est-ce que ça vaut concrètement, la fiabilité de l'IA? Parce qu'on sait qu'elle est elle-même biaisée. Il y a eu plein d'études qui montraient qu'il y avait quand même des biais cognitifs dans l'intelligence artificielle. Pourquoi? Elle mange le web et forcément elle en fait une synthèse. Ses opinions elles-mêmes sont influencées. Je vous dis ça parce qu'il y a un petit détail qui m'a un peu turlupiné. Je vois que sur France Inter, vous jugez que même la météo est de gauche. Je trouve ça plutôt drôle.
Bon, oui, alors ça c'est peut-être une coquetterie, si je puis dire, Oui. de l'IA. Évidemment, il y a un biais, si vous voulez, IA qui est effectivement assez analysé, mais qui est plutôt un biais centre-gauche globalement dans les études quand on les voit. Donc on peut quand même considérer que d'une certaine manière, ce que nous disons est en fait validé par le biais même idéologique de l'outil. Oui. Alors, votre étude, elle ne porte pas sur France Télévisions. Malgré tout, je voudrais quand même vous poser une question, Jean-Thomas Le Sueur, puisqu'il y a cette affaire complément d'enquête, ce numéro de complément d'enquête diffusé hier soir à charge contre CNews, avec l'utilisation d'une étude qui ressemble d'ailleurs un petit peu à la vôtre, celle menée par Reporters sans frontières, qui a été désavouée hier par l'ARCOM. RSF jugeait que sur le mois de mars 2025, CNews ne respectait pas les obligations de pluralisme. L'ARCOM a été très clair hier en disant non, il n'y a rien à reprocher à CNews sur ce mois-là. Comment vous regardez, alors d'abord le documentaire en lui-même, et puis le fait que des outils qui ressemblent aux vôtres commencent à percer ailleurs, et notamment chez Reporters sans frontières, qui est érigé un peu comme un exemple, un modèle par Emmanuel Macron? De toute façon, aujourd'hui, le sujet du pluralisme et du respect du pluralisme par les médias, compte tenu de la polarisation du débat politique et du débat intellectuel, va être un sujet qui va monter de plus en plus fortement. Donc, elle est mise en cause effectivement dans les deux sens, dirais-je. Donc, c'est évidemment comme toujours dans ces cas-là, il peut y avoir un mieux démocratique parce que ça permet quand même d'ouvrir le capot, de regarder ce qu'il y a dans le moteur, de regarder finement ce qui est dit par tel ou tel intervenant médiatique. Oui. J'ajoute toujours un peu le même argument, mais pour ce qui est des groupes de l'audiovisuel public, il y a quand même une différence fondamentale, c'est que ils vivent de nos impôts, ce qui n'est pas le cas de l'impôt de tous les Français. Oui. Voilà, c'est-à-dire que on sait que France Télévisions c'est 2,5 milliards de budget, on sait que Radio France c'est 650 millions. Tout ça vit principalement, il y a un peu de pub, il y a un peu de ressources propres, enfin principalement des dotations publiques. Donc il est assez légitime qu'on soit plus exigeant ou plus regardant pour ces groupes-là. Bon, il y a aussi cette idée qui est poussée en ce moment par Emmanuel Macron, justement, de labelliser les sites d'information. Et alors, je cite le président parce que les détails comptent. C'est pas le gouvernement ou l'État qui peut dire ceci est une information, ceci n'en est pas, mais je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels des médias qui puissent dire ceci correspond à la déontologie. Et alors, il citait justement Reporters sans frontières, le président de la République. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y a pas là une tentative d'arsenalisation réglementaire, quelque part, et pour clouer au pilori certains médias qui sont jugés hostiles? Si, et je vais être très franc, c'est extrêmement inquiétant que effectivement le président de la République et le représentant de l'État s'investissent à ce point sur ces sujets-là, parce que certains découvrent aujourd'hui cette préoccupation du président de la République. Or, en fait, elle existe depuis des années. Je rappelle que lors de ses vœux à la presse en 2020, déjà, Emmanuel Macron expliquait qu'il fallait collectivement que nous, alors il disait nous à ce moment-là, donc il se mettait dedans, ou en tout cas la puissance publique, définissent ce qu'est une fake news et une vraie information. C'est extrêmement inquiétant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème de diffusion de fake news, effectivement, d'influence étrangère, etc. Mais moi, il me paraît, pour la liberté d'expression et la sérénité du débat public, assez inquiétant qu'effectivement la puissance publique se saisisse à ce point de ce type de questions et entende le faire réglementer, en effet. Merci beaucoup, Jean-Thomas Le Sueur, directeur général de l'Institut Thomas More. Votre étude, elle est à retrouver d'ailleurs en exclusivité cette semaine dans le Figaro Magazine, titré ce jour Panique à Radio France. Merci d'être venu nous en parler ce matin. Bonne journée. Merci à vous. Il est 7h20.